Voilà, je voudrais remercier en premier lieu l'Académie, en la personne de son secrétaire perpétuel et de l'administrateur du Collège Belgique, Jean-Pierre Devroy. Nous avons avec le Collège Belgique un long compagnonnage qui a commencé en 2009-2010, dans les tout débuts du Collège Belgique, au moment où nous avions commencé une série de séminaires sur la construction des savoirs. Et ce compagnonnage n'a cessé de se poursuivre. À chaque manifestation, nous avons trouvé un accueil très empathique et une efficacité sans faille, qui font effectivement de ce lieu une structure unique dans le paysage de la recherche. Et dans notre cas, le partenariat avec le Collège Belgique a contribué à coaguler les équipes et à inscrire nos projets de recherche dans la durée, puisque c'est en partenariat avec le Collège Belgique que nous avons fini par construire une structure institutionnelle qui est le Centre international d'études des arts du spectacle vivant, qui est hébergé par l'Association internationale de sémiologie du spectacle. Et cette structure a joué un rôle actif dans le développement de notre discipline, qui est une discipline émergente, rappelons-le. Et une des fonctions du Collège de Belgique, c'est précisément de favoriser le développement de disciplines émergentes. Donc merci au Collège Belgique, merci à l'Académie, merci aussi aux intervenants pour leur généreuse participation à ces journées. Un mot sur les objectifs du colloque. Commençons par expliciter un petit peu la double graphie du terme pensée. On a cessé de m'interroger sur cette question. Donc nous sommes effectivement partis de l'étymologie du mot penser, qui vient de pendere, qui veut dire peser, juger en latin, qui a donné un fréquentatif qui est pensare. Et la forme pensée avec A n'est que la spécialisation de la première forme. C'est le même mot, c'est un champ sémantique qui était très voisin. Et au XIVe, le champ sémantique de pendere, penser, qui signifiait peser, juger, évaluer, a signifié également prendre en compte, s'occuper d'eux, par extension soigner. Comme si se préoccuper du corps signifiait aussi le réparer, le préserver, impliquait sa réparation, sa préservation. Alors me direz-vous, en dehors de l'étymologie du mot penser, si on se réfère au deuxième terme, que peut-il bien rester à dire au sujet du corps qui a été abondamment traité par les anthropologues, par les sémiologues, par les psychologues, par les phénoménologues, par les philosophes. Et un des problèmes majeurs, qui est d'ailleurs attesté par la double graphie du terme, c'est le statut ambigu du corps tel qu'il est appréhendé dans le discours scientifique. D'une part, il y a la position réaliste qui identifie l'expérience individuelle à son substrat matériel, et la voie constructiviste qui va considérer au contraire que l'expérience consiste à se désarrimer du corps, à appréhender celui-ci comme une construction sociale, comme une construction culturelle, technologique, comme objet de manipulation. Et le secrétaire perpétuel y faisait allusion tout à l'heure dans son intervention. Finalement, c'est bien le sens de ce corps hybride, transhumaniste, que les outils numériques induisent aujourd'hui. Donc ce paradoxe entre le matérialisme et le constructivisme, il est aujourd'hui dépassé. Et le sens du colloque, son originalité peut-être, sera de s'interroger sur un nouvel état de la recherche à partir d'un terrain spécifique qui est celui du spectacle vivant. Il faut le rappeler, ces journées ont été inspirées par les développements récents des recherches en neurosciences. On peut citer Damasio, on peut citer Risolati, Imberti. L'hypothèse fondatrice de ces neurosciences est que on pense avec son corps. Les fonctions corporelles, sensorielles, motrices sont des constituants à part entière de l'esprit et non pas des systèmes secondaires au service de l'esprit. Autrement dit, le corps fait partie intégrante de la cognition. Nous pensons en fonction de ce qui se passe dans nos systèmes sensoriels et moteurs.
Les recherches en spectacle vivant ont été extrêmement sensibilisées à ces avancées, particulièrement parce qu'elles ont pris conscience qu'entre émotion et cognition, le spectacle vivant engage le corps des danseurs, des acteurs, mais aussi celui des spectateurs. Et cette prééminence du corps se traduit par l'apparition de nouvelles formes, qu'on appelle des formes indisciplinées, donc qui échappent à toute catégorie, qui empruntent tout autant aux arts du spectacle, théâtre, danse, performance, qu'aux arts médiatiques ou qu'aux arts visuels. Et donc c'est dans cette perspective, évidemment aussi, que la réévaluation du texte désigné par le concept de post-dramatique prend place. Et les professionnels de la scène renchérissent, ils tiennent les mêmes propos que les théoriciens. Je vous rappelle que quand Risolati a publié son ouvrage sur les neurones miroirs, c'est à Peter Brook qu'il a demandé de rédiger la préface, et Peter Brook dit en gros dans cette préface qu'il était temps que les neuroscientifiques redécouvrent ce que les gens de théâtre avaient eu comme intuition des siècles auparavant. Donc nous nous situons aujourd'hui à un vrai tournant de la recherche. On est passé d'une phase textocentrique, où le texte était le seul support stable de la représentation, à une phase performative. Pour rappel, l'énoncé performatif ne décrit pas la réalité, il la modifie. Il modifie la réalité qu'il vise, et donc le corps ne traduit pas, n'incarne pas seulement un texte, il est l'outil qui, par sa présence, modifie le rapport entre la scène et la salle. Donc dans la pratique, le corps ne s'est plus trouvé en scène, il est devenu la scène. Il est devenu le support stable, l'archive, qui était auparavant le texte. Il a été perçu aussi comme un instrument de savoir social, fournissant une trace pérenne de l'expérience performative de l'artiste ou de la relation biologique acteur-spectateur. Donc à la représentation s'est substitué progressivement un nouveau paradigme qui serait celui plutôt de l'expérimentation. Alors phénomène nouveau, cette expérimentation passe aujourd'hui par un dialogue avec le numérique, avec les médias. Et ce dialogue est assez paradoxal parce que d'une part, il renforce l'affranchissement du corps par rapport au cocon du texte, mais d'autre part, il a provoqué une crise de la représentation physique. Créateurs et spectateurs ont adopté, parfois avec beaucoup d'empressement, les écrans, les vidéos, les technologies numériques qui envahissent désormais nos scènes et nos lieux de production et de création comme ils envahissent l'espace public ou l'espace privé. Ces dispositifs sont en terrain très hospitalier sur les plateaux, mais cette vision scénique peut-elle être acceptée sans réticence? À vrai dire, la mise en perspective critique n'a pas encore vraiment eu lieu. Et si l'image du corps s'est considérablement complexifiée au cours des années, on observe un écart grandissant entre les pratiques des artistes, le discours théorique qui en rend compte, et les formations aussi dispensées. Beaucoup d'institutions aujourd'hui, dans la plupart des pays, forment encore à l'interprétation des textes ou à l'utilisation du corps, mais sans tenir compte du virage numérique. Comment les acteurs vont-ils composer avec ces nouvelles technologies, notamment avec les corps virtuels, les images du corps face à une caméra en direct? Selon quelles modalités sont-ils appelés à interférer avec ce double virtuel? Comment aborder la notion de présence scénique?
Autant d'interrogations qui vont être abordées par ce colloque qui se répartit en 2 journées justement pour cette raison-là. Aujourd'hui, donc, un axe va prendre en compte le fait que le corps matériel a été, sinon effacé, du moins manipulé, modalisé de différentes manières par la scène contemporaine. Le corps biologique est interrogé, d'abord par des états de corps extraordinaires, mais aussi par l'irruption du virtuel en scène. Et on peut se demander si on n'assiste pas à l'avènement d'une nouvelle ère, succédant à l'ère performative, et que l'on désigne aujourd'hui, et nous sommes très heureux d'avoir un spécialiste de cet aspect des choses qui va nous en entretenir d'ailleurs tout à l'heure, donc une nouvelle ère qui serait celle de l'intermédialité, ou plus exactement des processus intermédiaux. On parle aujourd'hui aussi, Bonnie Maranka aux États-Unis, de médiaturgie plutôt que de dramaturgie. Certains parlent de scène augmentée, sur le modèle de la réalité augmentée. Et puis nous aborderons demain le second aspect, qui est celui de la restauration du corps, puisque on ne peut pas mener ce type de débat sans prendre appui sur le concept de présence, qui a contribuer à définir la spécificité, j'allais dire presque ontologique du spectacle vivant et qui n'est pas récupérable par le cinéma. C'est vraiment le concept d'unicité, de singularité tel que Walter Benjamin le définit. Et malgré la présence des nouvelles technologies, le corps charnel subsiste dans les installations et maintient son importance sur le plateau. Donc il y a 2 sujets dans le colloque. Mais qui ne sont que le visage de Janus d'une même problématique, à savoir le corps et son usage par les technologies. Et nous nous interrogerons sur la relation entre ces 2 phases. Alors que faut-il en penser? J'aurais bien envie de vous rappeler un ouvrage de Philip Dick, qui est l'auteur d'un roman de science-fiction qui a été publié en 1966 et dont a été tiré un film plus connu peut-être que le roman. Le film, c'est Blade Runner de Ridley Scott dans les années 80. Le roman de Philip Dick s'intitule « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Et le romancier imagine une société d'avatars technologiques du vivant et s'interroge sur ce qui arrive lorsque l'animal électronique, la machine, substitut avatar du mouton, est en bout de course. La dernière phrase du roman est la suivante: le mouton n'était pas mal, avec sa laine et ses bêlements plus vrais que nature. Les voisins n'y ont vu que du feu, mais il arrive en fin de carrière. Ses circuits sont fatigués. Il ne vaut pas maintenir longtemps l'illusion de la vie. Il va falloir le remplacer. Alors s'ensuit une discussion animée pour trouver une solution. Va-t-on réparer efficacement l'avatar? Et puis finalement, quelqu'un a une idée tout à fait originale, le trait de génie. On ne va pas réparer le mouton, on va remplacer la machine. Mais par quoi? Pas par un autre simulacre, par un véritable animal. Et donc le romancier de science-fiction a mis là le doigt sur une cicatrice qui est un peu celle de l'acteur et du spectateur. Face à ces spectacles d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des plateaux qui associent les corps présents à des technologies. On ressent confusément que la prolifération des écrans chahute nos habitudes. On n'identifie pas clairement en quoi les interférences des technologies bouleversent en profondeur les lois de la présence et les théories du jeu. Et pour le spectateur, en termes de stratégie de réception, de sélection, que provoquent ces représentations numériques, ces corps physiques hybrides, robotisés, virtualisés, augmentés de prothèses électroniques ou simples avatars? Comment interpelle-t-elle le spectateur? Le spectateur est désormais invité à expérimenter, mais cela modifie-t-il en profondeur ces modes de saison, de saisie visuelle ou cognitive?
On serait tenté de filer la métaphore du mouton de Philippe Dick, qui nous laisse à penser que finalement il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on pourrait se demander si la révolution numérique n'a pas tout simplement révélé une caractéristique très ancienne du spectacle vivant, à savoir que le théâtre, l'opéra, la danse sont des médias de médias, des hypermédias, des arts picassiettes, nourris de techniques et de disciplines qui, depuis l'invention de l'électricité et à travers la scénographie, convoquent des images, des sonorités, des odeurs, des contacts qui préservent l'intégrité. Les intermédialistes parlent d'opacité des médias. En d'autres termes, le spectacle vivant aurait toujours été intermédial. Voilà, je termine par là, un point d'orgue un peu polémique pour ouvrir le débat. Bon, je me suis contenté de survoler là quelques postures et on voit bien qu'elles sont contradictoires. Il y a au moins un point sur lequel nous serons d'accord, c'est qu'un colloque est bien nécessaire pour dresser au minimum un état des lieux et peut-être réévaluer les paradigmes liés à la corporéité. Nous n'allons pas trouver dans ces 2 jours le Graal, la réponse à toutes les questions. Je suis même convaincu que nos échanges nous conduiront à susciter d'autres interrogations. Mais il y aura des échanges, la polémique, peut-être l'une ou l'autre piste novatrice. C'est là la finalité de la recherche. C'est aussi pour cette raison qu'il est important, et je terminerai en rendant grâce à l'Académie sur ce point, que l'Académie nous offre précisément la possibilité de publier des actes audiovisuels de ce colloque. C'est précisément, puisque notre séminaire sera immanquablement appelé à se poursuivre, ces actes vont constituer le point de départ de ce qui sera sans doute l'amorce d'une nouvelle réflexion collective. Voilà, je vous remercie.